Tokyo est en ruine. Les gratte-ciels se sont effondrés. Les routes se sont effondrées. Les hélicoptères et les chars ont été détruits. Et des monstres apparemment invincibles errent à travers les décombres. Un reptile géant, hideux, les yeux brillants de malveillance. SCP-682. Est-ce le résultat d'une brèche de confinement? Non. C'est exactement là où la Fondation veut qu'il soit. Observés par un drone de la Fondation flottant haut dans le ciel étouffé par le smog, ils anticipent une bataille de proportions épiques. Non loin de là, un autre monstre sort des décombres qui était autrefois un grand bâtiment du quartier financier de Tokyo. Sa forme hideusement allongée, sa peau blanche comme la mort, son visage un présage de malheur absolu pour quiconque le voit. SCP-096. Est-ce dû à une brèche de confinement? Encore une fois, non. Il est ici exactement selon le design de la Fondation. Entre ces titans anormaux se trouve la raison pour laquelle la Fondation les a envoyés ici. Un homme en costume jaune, sa cape blanche flottant au vent, le soleil du soir brillant sur le dôme de sa tête parfaitement chauve. Aux yeux de la Fondation SCP, il est l'une des anomalies les plus dangereuses qu'ils aient jamais rencontrées. Pour l'homme lui-même, il n'est que Saitama, l'homme qui est juste un héros pour le plaisir. Avec l'aide des anomalies potentiellement apocalyptiques, SCP-682 et SCP-096, la Fondation SCP pourrait-elle compter Saitama parmi leurs milliers d'anomalies sécurisées, contenues et protégées? Juste 2 heures plus tôt. La ville était encore debout. Un homme apparemment normal, à part sa calvitie, faisait une excursion d'une journée en ville, espérant profiter des bons restaurants et peut-être acheter de nouveaux t-shirts à Shibuya. C'est son jour de congé, il n'a pas l'intention de se battre. Mais aujourd'hui, ce ne sera pas son choix. Bien au-dessus, un drone de la Fondation suit chacun de ses mouvements, fournissant des données à la minute aux nombreux agents de terrain de la Fondation japonaise disséminés dans la foule autour de lui. Leur mission est simple. Transporter l'homme connu sous le nom de Saitama vers un lieu isolé, puis intervenir pour l'intercepter. Espérons qu'il voie la raison et se soumette volontairement à la contention. S'il ne le faisait pas, il devrait recourir à des mesures plus extrêmes. Un agent de terrain déguisé en promoteur a approché Saitama à l'extérieur d'une épicerie. Leurs renseignements indiquaient que malgré tout son potentiel anormal, Saitama ne pouvait résister à une bonne affaire, et c'est une faiblesse qu'il serait heureux d'exploiter. L'agent de terrain a donné à Saitama un coupon, promettant une réduction de 60% dans un restaurant de sushi à proximité, qui était un peu hors des sentiers battus, uniquement aujourd'hui. Le héros chauve souriait malgré lui. « Mec, c'est une super affaire. Je devrais être un imbécile pour laisser passer ça. » Hameçon, ligne et plomb. 21 minutes plus tard, Saitama arrivait au restaurant de sushi épicé et bon marché, totalement inconscient qu'un piège avait été tendu pour lui et que tout le rayon de 2 miles autour du restaurant avait été évacué à l'avance, juste au cas où les choses se gâteraient. Et les choses allaient absolument se gâter. Tout cela avait commencé lorsque les chercheurs de la Fondation à Tokyo avaient remarqué des choses étranges et impossibles. Des anomalies, connues par certains chercheurs japonais comme des êtres mystérieux, étaient retrouvées mortes. Des créatures incroyablement puissantes, apparemment tuées sans effort. La seule chose qui pourrait tuer ces anomalies était une anomalie encore plus puissante, ce qui a conduit les agents à un immeuble local où le niveau de hum enregistré était hors norme. L'un des rares résidents restant dans cet immeuble, considéré par beaucoup comme une zone dangereuse, était un homme chauve qui vivait seul et correspondait à certains témoignages d'une figure mystérieuse habillée comme un super-héros, tuant des monstres plusieurs fois sa taille. Une variable aussi imprévisible ne pouvait pas rester non contenue. La Fondation SCP devait l'enfermer et effectuer autant de tests qu'il le pouvait. De retour au présent, Saitama entre dans le restaurant de sushi servant de couverture à la Fondation. Il a passé sa commande et attendu quand soudain, une force d'intervention mobile lourdement armée est sortie de l'ombre, visant avec des fusils d'assaut de haute puissance chargés de balles perforantes qui pourraient facilement abattre un rhinocéros. Saitama était encerclé mais il semblait inconscient du danger. « Vous êtes là pour les sushis en promo ? Tu es un peu trop habillé. » La force d'intervention mobile a agi rapidement. Le chef d'escouade a ordonné à Saitama de venir calmement et de se soumettre à la garde à vue. S'ils ne le faisaient pas, ils étaient autorisés à utiliser la force létale. Saitama a protesté qu'il ne pouvait pas partir maintenant. Il manquerait l'offre de sushi. Avant la mission, le chef d'escouade savait qu'il faisait face à une anomalie extrêmement puissante.
Il avait perdu des amis sur le détail du SCP-682. Alors il n'allait certainement pas prendre de risque sur celui-ci. Il a ordonné à son escouade d'ouvrir le feu. Le crépitement des tirs automatiques résonnait dans les rues. Les éclats du canon ont transformé le restaurant de sushi en pire cauchemar pour une personne photosensible, alors que les balles déchiraient le comptoir d'accueil et criblèrent le mur. Pourtant, aucune attaque n'a atteint Saitama. Il n'était même pas là. À sa grande surprise, le chef d'escouade se retourna et vit Saitama debout, juste derrière lui. « Tu devrais faire attention où tu pointes ces choses, tu pourrais blesser quelqu'un. » Le chef d'escouade a pivoté et essayé de tirer à nouveau sur Saitama, mais d'un coup d'index, le chef a traversé le mur, et 2 autres après. Pris de panique, le second a demandé des renforts immédiats et a ordonné à l'équipe de se replier. Il y eut un autre craquement assourdissant de l'autre côté de la rue, alors qu'un sniper de la Fondation positionné dans un bâtiment à proximité tirait une balle de calibre 50 directement dans l'arrière de la tête de Saitama. La balle a rebondi sur le crâne de Saitama comme un plomb sur la carrosserie d'une voiture. Il se gratta distraitement l'arrière de la tête. Heureusement pour la Fondation, ce n'était que le plan A. Le plan B a commencé lorsque la bombe sous le faux restaurant de sushi a explosé, réduisant tout le bâtiment en décombres, avec Saitama à l'intérieur. Cela, ils l'ont estimé, était sûr de le ralentir au moins. Ou c'est ce qu'ils pensaient, jusqu'à ce que le héros chauve pour le plaisir sorte sans effort des décombres, enlevant la poussière de briques de sa tenue. D'une manière ou d'une autre, au cours de l'explosion, il avait réussi à passer de sa tenue civile à son uniforme de héros. Maintenant, il allait devenir au moins semi-sérieux. Mais la Fondation l'était aussi. Ils ont déployé l'artillerie lourde. Des chars de pointe ont déferlé dans les rues, armés de canons et de mitrailleuses de calibre 50. Au-dessus, ils ont déployé plusieurs hélicoptères d'attaque et 2 F-35. Les banlieues isolées de Tokyo sont rapidement devenues une zone de guerre, les belligérants étant l'organisation la plus puissante du monde et un homme chauve, ennuyé. Avec une vitesse que des yeux ordinaires ne pouvaient même pas quantifier, Saitama a esquivé les tirs de mitrailleuses venant de la terre et de l'air, les balles déchirant plutôt l'asphalte sous ses pieds. Les chars se sont rapprochés pour avoir une meilleure chance de toucher Saitama, mais ce serait leur perte. L'un a tiré un obus de son canon principal, que Saitama a simplement écarté de l'air comme une mouche agaçante. Une fraction de seconde plus tard, il s'est précipité en avant et a réduit le char en ferraille d'un seul coup de poing. Les hommes à l'intérieur ont été chanceux de survivre. « Je ne vous connais même pas », s'est plaint Saitama. « Pourquoi gâcher mon jour de congé de cette façon ?» L'autre char s'est replié, réalisant qu'il ne serait pas efficace contre ce combattant anormal. Mais le soutien aérien ne faiblissait pas. Les hélicoptères et les jets tournaient en rond, déchaînant un maelstrom de tirs et de roquettes mortelles et explosives qui pilonnèrent le sol autour du héros à temps partiel. Et Saitama n'allait pas se laisser faire sans réagir. Il tendit la main et ramassa une poignée de petits cailloux dans les décombres de la route détruite autour de lui. Oui, cela ferait l'affaire. Il leva les yeux vers le ciel, sa vision surhumaine se concentrant sur ses poursuivants aériens. Un à un, il lança les cailloux dans l'air, les propulsant à une vitesse qu'une arme anti-aérienne ne pourrait qu'aspirer à atteindre avec ses propres projectiles. Les cailloux ont parfaitement frappé les réservoirs de carburant de chacun des hélicoptères et des jets, les envoyant au sol avec des explosions spectaculaires, leurs carcasses brûlées, atterrissant parmi les bâtiments à proximité et déclenchant rapidement des incendies qui se propagent. Saitama ne savait pas que la Fondation avait également placé des ancres de réalité de Scranton dans différents bâtiments autour de lui, espérant limiter son pouvoir. Sa présence avait plutôt provoqué la surcharge et l'explosion des ancres. Saitama dépassait largement les meilleures estimations de puissance de la Fondation. S'il voulait avoir une chance de le maîtriser et de le contenir, il devait solliciter un peu d'aide anormale. Dans le cas d'urgence extrême comme celle-ci, où l'ennemi anormal est extrêmement puissant, mais la zone est si densément peuplée que le déploiement au sol de Hammerdown est irréalisable, la Fondation dispose d'une liste d'anomalies incroyablement dangereuses qui peuvent être déployées à court préavis, afin de fournir une démonstration de force extrême contre un ennemi apparemment insurmontable. Il a été considéré que contenir Saitama constituait une urgence suffisamment grave pour permettre cela. Pendant que les anomalies incontrôlables se préparaient, les restes de la force d'intervention mobile expérimentale, la boîte de Pandore, se focalisaient sur la recherche de Saitama. Le plus important d'entre eux était SCP-066, Abel, un guerrier immortel incroyablement doué au combat, capable de produire des armes à partir de rien. Lorsqu'il a entendu dire qu'un combattant aussi fort que Saitama était impliqué,
il a exigé d'être autorisé à l'affronter. Abel était toujours à la recherche d'une nouvelle opportunité pour tester ses compétences. Le guerrier immortel est rapidement arrivé dans la banlieue de Tokyo en ruine, transformé en champ de bataille. Il sortit 2 lames d'obsidienne de ses dimensions de poche d'armes et fixa son regard sur Saitama. Son cœur battait la chamade, l'adrénaline déferlant en lui. Il rugit un défi de combat mortel à son ennemi chauve. « Qui es-tu censé être » Saitama a demandé, se grattant la tête. « Comme un cosplayer pour un nouveau jeu vidéo ?» Abel n'a pas bien pris cela. L'étranger nommé Saitama devait apprendre le respect. Il a levé ses armes et s'est précipité, se déplaçant avec une rapidité et une force surhumaines. Il allait trancher la tête chauve de ce Saitama de son PAM. Un seul coup de poing de Saitama a envoyé Abel voler dans les airs, à travers l'atmosphère, et dans l'obscurité froide et impitoyable de l'espace. Tout s'est déroulé si vite que le guerrier n'a même pas réalisé sa mort. « C'était bizarre », a dit Saitama. Bien qu'Abel ait été inefficace pour maîtriser Saitama, il avait donné à la Fondation juste assez de temps pour rassembler le reste de leurs forces. Des capsules à haute vitesse atterrissaient partout à Tokyo, libérant des monstres horrifiques déterminés à détruire, tous mis sur une trajectoire de collision avec un Saitama. Maintenant, il était temps pour le véritable défi. À un demi-mile à l'ouest, SCP-2419, les hommes rieurs, des zombies sadiques fabriqués à partir des corps de D-classe, considérés comme presque impossibles à tuer, ont été libérés, infligeant une violence indiscriminée à tous les civils qu'ils ont rencontrés. Tant qu'ils contribuaient à affaiblir Saitama, la Fondation considérait cela comme une perte acceptable. 50 mètres plus au nord, une autre capsule a libéré SCP-058, le cœur des ténèbres, une anomalie capable de causer une destruction massive avec ses jets d'acide hautement inflammables, ses vrilles tranchantes et ses pattes aiguisées, semblables à celles d'un insecte. Il a commencé à détruire et à incendier les bâtiments à proximité, à déchirer les voitures et à attaquer les passants. Encore une fois, ces pertes ont été jugées tolérables. 10 mètres au sud de Saitama, une capsule a libéré SCP-106, le vieux, un autre SCP immortel et incroyablement sadique connu pour piéger ses victimes dans une dimension de poche pour les torturer aussi longtemps qu'il le souhaite. Il utiliserait ses talents pour faire souffrir une victime aussi forte que Saitama. Ce serait un défi vraiment délicieux. Il était temps de voir si Saitama était vraiment digne de porter le titre Héros. D'abord, les hommes rieurs ont attaqué. Ils se sont jetés sur Saitama, le frappant avec leurs poings noueux, riant comme des maniaques. Leur première attaque était féroce, mais Saitama a attrapé chacun des hommes rieurs et les a jetés vers le sol, les écrasant à travers le béton et ne laissant que des trous profonds et sombres à leur place. Ensuite est venu le cœur des ténèbres, marmonnant son flot constant de charabia causant la folie. Il a déchaîné sa fureur vers Saitama, traversant les bâtiments sur son passage, projetant feu et acide partout. Saitama s'est préparé et mis en position. Coup de poing normal. Il a crié, avec une détermination d'acier. Saitama a déchaîné sa puissance quand le cœur des ténèbres s'est approché à portée de coups de poing. Son unique coup de poing a fait exploser le cœur sur le coup, neutralisant définitivement l'anomalie. Saitama était déçu que le combat ne dure pas plus longtemps, surtout avec toute cette montée en puissance. Mais avant qu'il ne puisse ressentir plus d'ennui, il regarda en bas et vit un portail noir s'ouvrir sous ses pieds. C'était SCP-106 qui surgissait du sol, entraînant Saitama dans l'obscurité de la dimension de poche. Il devait admettre, c'était incroyablement effrayant. Les opérateurs de la Fondation dans la salle de contrôle du site de confinement de Tokyo se sont en réalité sentis soulagés lorsque Saitama a disparu dans la dimension de poche et que le portail s'est fermé derrière lui. Cela pourrait être l'apogée de tout cela. Le héros pour le plaisir serait parti, et il n'aurait qu'à suivre les procédures standards pour retenir SCP-106. Mais alors que la Fondation comptait ses bénédictions, un autre portail s'est ouvert. Saitama est sorti, indemne, couvert d'une substance noire visqueuse qui avait autrefois été SCP-106. Une autre anomalie avait été neutralisée de manière permanente par cette nouvelle anomalie mortelle, que la Fondation envisageait de baptiser One Punch Man. « Quelle journée stressante !» a dit Saitama, regardant la boue noire corrosive sur ses vêtements. « Je vais devoir faire nettoyer ça à sec. » La Fondation avait épuisé toutes les autres options. Il devait déployer les 2 anomalies les plus susceptibles de provoquer des événements à grande échelle s'ils étaient déployés de manière inefficace. SCP-682, le reptile difficile à détruire, et SCP-096, le gars timide.
Si leurs pouvoirs combinés ne pouvaient pas soumettre Saitama, rien ne le pourrait. Tous leurs espoirs reposaient sur cela. Ce qui nous ramène au début de l'histoire. Saitama se tenait là, entouré par deux des anomalies les plus mortelles qui existent. La seconde où il a regardé le visage de SCP-096, la bête a commencé à hurler. Il est entré dans son état de rage et a bondi en avant, les bras tendus pour déchirer, jusqu'à ce qu'un seul coup de poing désintègre complètement le monstre. SCP-682 n'a pas été découragé, combattant Saitama pas moins dégoûtant que tout autre être vivant sur la planète. Il détruirait cet humain insolent, même s'il était puissant, le reptile pourrait sûrement évoluer et s'adapter à tout ce qu'il lui jetterait. S'il y avait une chose que SCP-682 était incomparablement bon, c'était de survivre malgré tout. Mais alors que le monstre attaquait, Saitama a déchaîné son arme secrète, le coup sérieux. D'un seul coup, SCP-682 a été éclaboussé en une bouillie verte sur la moitié de Tokyo, anéanti si profondément qu'il ne se rétablirait jamais, tout comme SCP-096. Les deux SCP ont été recatégorisés, neutralisés. « Eh bien, c'était facile », a dit Saitama avec un soupir de soulagement. Rien de ce qu'ils avaient lancé à Saitama n'avait réussi. Aucun personnel, aucune arme, aucune anomalie mortelle. Il était simplement trop fort. Mais il restait une seule solution, quelque chose qui pourrait tourner leur situation à leur avantage. Un seul agent s'est approché de Saitama dans les décombres, armé d'un seul objet, un contrat. L'agent s'est raclé la gorge et a demandé « Monsieur Saitama, j'aimerais vous proposer un emploi bien rémunéré à la Fondation SCP. Allez maintenant voir SCP-096 contre Tête de Sirène ou SCP-076 contre l'homme à la tronçonneuse qui a l'arme la plus mortelle pour plus.